Nous sommes les ancêtres de ceux qui ne sont pas encore nés. De Nirina Ralanto Aritsimba, lu par l'auteur. Les Chinois. Kate a déjà tourné les talons, ou plutôt les tongs rose bonbons. Elle a eu le temps in extremis de détourner ses yeux vers l'océan, loin de ses copines qui ont toutes compris, sauf une, Debbie, qu'elle allait éclater en sanglots si elle restait trop longtemps dans cette conversation qui avait l'air de rien dire, mais qui en disait déjà beaucoup trop pour un jour comme aujourd'hui. En marchant à grands pas en direction de la Geisel Library de University of California, San Diego, Kate, dont les iris s'embuent soudain de larmes, a au moins le réconfort de son mascara waterproof. Son chagrin ne la défigurera pas de noir honteux quand ce sera le moment de passer devant le personnel d'accueil de la bibliothèque. On ne pleure pas en public aux États-Unis. Everything is fine, everything is perfect, ok? Ça y est. Chagrin reniflé, neurones en éveil prêts à étudier. Kate a trouvé sa place habituelle. Elle est aux premières loges, à une table face aux vitres surplombant le campus, au 8e et dernier étage de la Geisel Library, cet édifice des années 60 au sujet duquel les trois copines se plaisent encore à débattre pour savoir s'il ressemble à un gros champignon cubiste ou un vaisseau spatial de Star Wars. Le portable de Kate, posé à côté du roman de William Faulkner qui l'accompagne par tous ces jours-ci, Sanctuaire, se met à vibrer. Un voisin lève les yeux à 2 tables d'elle. Les gens ont du mal à se concentrer, on dirait. Elle aurait dû le mettre en silencieux. Elle clique pour lire le message. For Dad, tomorrow 11 a.m. at the church, Soledad Mountain Road. Pour Papa, demain 11h à l'église, Soledad Mountain Road. Envoyé à 17h40, le 10 novembre 2004, par Brian. Elle éteint son portable, ouvre son ordinateur, mais décide finalement de le rallumer et de le mettre en silencieux. Le paysage devant elle est sublime et apaisant. C'est exactement ce dont elle a besoin, là tout de suite maintenant. Du 8e étage, Kate règne sur l'allée principale du centre du campus. La vue est imprenable sur la forêt d'eucalyptus qui se mêle autour magistrales ultra-géométriques. Architecture diverse selon les différents collèges de l'université. Ces bâtiments serpentés par de larges routes ou bien de petits chemins longés d'arbustes et de fleurs embaument l'air d'une atmosphère studieuse, saine et sereine. Kate n'est pas seule à pouvoir admirer, de son point de vue quasi divin, le plan méthodique de ce campus qui est son monde depuis bientôt 2 ans. Sa voisine de gauche, une camarade de cours d'origine chinoise, partage avec elle, dans la musique de ses écouteurs d'iPod, la contemplation du jour qui baisse sur l'empire de UCSD. UCSD, cette université qui leur coûte à chacune environ $40 000 pendant 9 mois de scolarité. UCSD, ce royaume de la jeunesse du sud de la Californie. UCSD, ce potentat qui inscrit fièrement ses 4 lettres sur les shorts courts des filles en flip-flop, sur les t-shirts, les casquettes et les sweatshirts à capuche des garçons, mais aussi sur les mugs et les cahiers des étudiants bientôt ingénieurs, avocats ou patrons de société. UCSD, cette université campus, des hectares étendus au nord de la ville de San Diego, dans un quartier nommé La Jolla. La Jolla veut dire le joyau en espagnol. UCSD, l'équipe de Kate, son univers. Comme beaucoup de campus américains, cette université est comme un grand village, une ville à l'intérieur même de la ville de San Diego, où Kate se sent à la maison. Idem pour sa voisine de gauche, l'étudiante d'origine chinoise, mais ce home sweet home n'est pas gratuit. Du coup, l'une comme l'autre mettront des années à rembourser leurs frais de scolarité. Le prix du bonheur, le prix pour un bel avenir. C'est pour cette raison que Kate travaille certains soirs depuis bientôt 1 an pour peser un peu moins lourd dans le compte en banque de sa mère. En effet, il faudra bien rembourser le prêt, c'est la règle du jeu. Tous les étudiants américains logés à la même enseigne, sauf évidemment pour les enfants gâtés comme Debbie, l'exception américaine qui confirme la règle. Ici, on étudie pour pouvoir travailler plus tard. On travaille en même temps qu'on étudie pour pouvoir se permettre de pouvoir étudier, et puis plus tard, on travaillera pour rembourser les années passées à se permettre d'avoir étudié. Personne ne rechigne au petit boulot en vue du perfect job. Ici, au pays des 15 jours de vacances par an, personne ne rechigne au job tout court. Le job, c'est pour ça qu'on est là. À UCSD, comme dans toutes les universités privées des États-Unis, Ivy League ou pas, travailler, c'est vivre. Et vice-versa. Il est 18h20. Kate, la californienne, et sa camarade sino-californienne sont à l'unisson dans leur rêverie d'avenir, alors qu'il leur faudrait vraiment revenir au présent et rédiger leur exposé d'histoire. Kate sourit à sa voisine qui le lui rend bien,
Puis elle baisse la musique dans ses écouteurs d'iPod afin de ne pas gêner son autre voisin d'origine philippine qui vient de lui jeter un regard en coin. Kate va très vite. Son esprit bouillonne sans cesse. C'est une girouette du neurone. Elle pense voisine de gauche, elle pense chinoise, elle pense histoire de la côte ouest des États-Unis, elle pense attraction des populations d'Asie depuis longtemps dans cet état de l'Eldorado. Elle pense à ces plus de 20 000 étudiants présents sur le campus cette année, environ 41% de la population étudiante ici d'origine asiatique, philippine en particulier, chinoise ou encore japonaise. Et elle pense, cette présence ne date pas d'aujourd'hui, et elle switch, sujet de son exposé qui concerne justement la présence des Chinois au début du XXe siècle en Californie. Kate est une brillante étudiante en histoire contemporaine et relations internationales. Son principal atout, efficacité de travail doublée d'un esprit de synthèse sans faille. Cette double qualité lui permet de réfléchir sur plusieurs devoirs à la fois. Multitâche elle est, multitâche elle se sait et elle en tire bien profit. Cela lui a souvent valu l'admiration de ses copines lors de leurs sessions de rédaction ensemble, surtout celle de Debbie qui, elle, est beaucoup plus analytique que synthétique. On comprend aisément pourquoi Kate et elle firent forte impression le jour de l'exposé en histoire de l'art qu'elles avaient préparé à deux, sur le mouvement Arts and Crafts des vitraux et lampes chez Louis Comfort Tiffany. Kate avait apporté 3 lampes fétiches de la collection de sa mère. Ce fut le meilleur souvenir de cours, un autre type de victoire. Elle reparle encore aujourd'hui avec fierté des bouches bées du professeur et de l'audience conquis par les qualités oratoires de cette team de déesses autant passionnées que passionnantes. Elle se souvient que sa mère lui avait fait 1000 recommandations pour éviter d'abîmer ses précieuses lampes Tiffany, si bien que l'exploit de l'exposé applaudi n'en avait été que plus grisant. Revenons au présent et observons Kate la multitâche qui switch et tout en se remémorant le souvenir de ce cours mythique, inspirée, se met à écrire en pianotant non-stop sur son ordi Mac. Le 1er juillet 1862, le président Lincoln signe le Pacific Railroad Act, autorisant ainsi 2 compagnies, Central Pacific et Union Pacific, à se lancer dans la construction du transcontinental, qui reliera les 2 côtes et permettra le voyage sur Terre d'est en ouest en 8 jours seulement, au lieu des longs mois de navigation autrefois par le Cap Horn ou par l'isthme de Panama. Le Central Pacific Railroad est le tronçon ferroviaire de l'ouest reliant la Californie à l'Utah, 1110 km. En 1863, les travaux débutent et c'est le 10 mai 1869 que la ligne rejoint celle du Union Pacific Railroad, tronçon de l'Est, 1749 km, à Promontory Summit en Utah, jour mémorable de la cérémonie du Last Spike ou encore Golden Spike, le clou d'or, symbolisant ainsi la connexion entre les 2 tronçons, mais surtout l'union de la nation américaine. La mission a été accomplie en 7 années par 2 équipes de milliers d'ouvriers, parmi lesquels de très nombreux Chinois. En effet, dès le début des travaux, des milliers de Chinois de la province de Kwantung furent embauchés par la Central Pacific Railroad Company au mince salaire de $28 par mois pour accomplir les tâches et les travaux les plus dangereux. Les Chinois étaient réputés pour être des travailleurs infatigables et à l'agilité exemplaire, notamment pour se faufiler partout, escalader les falaises en s'agrippant aux cordes juste à temps pour échapper aux explosions. Les conditions de travail étant très rudes et précaires dans ces montagnes de la Sierra Nevada, de nombreux hommes périrent dans l'effort. En 1868, sur 4000 ouvriers, les 3/4 étaient chinois. On comprend donc pourquoi les historiens s'accordent à dire que la collaboration chinoise à ce projet ferroviaire unique en son genre contribua largement à l'achèvement de celui-ci, en particulier avec le record final des 10 miles de rails construits et posés en un jour, le 28 avril 1869. Ce n'est pas un hasard si l'équipe qui avait été choisie pour accomplir ce challenge était constituée principalement de Chinois. Kate sourit devant son écran d'ordinateur, pendant que sa voisine la fixe, intimidée tant par sa rapidité à taper que par sa mine satisfaite de tâche accomplie. Kate ajoutera à son essai quelques photos en PowerPoint, dont l'une représente des Chinois affublés de leurs fameux chapeaux pointus et travaillant dans la neige, ainsi qu'une autre photo où l'on voit une équipe cosmopolite de travailleurs blancs, noirs et indiens aussi, tous unis dans l'effort. Kate se dit que ce serait formidable si sa voisine chinoise descendait tout droit d'un de ces Chinois de l'époque transcontinentale. C'est possible. Kate descend bien elle-même, son père en parlait souvent, d'une arrière, elle ne sait pas combien de fois, arrière-grand-mère d'origine française de Bordeaux, la ville française du vin que lui a tant vanté son père.
Cette lointaine ancêtre, une certaine Geneviève, femme aventurière dont elle porte encore les gènes dans son ADN de californienne, aurait migré en Amérique, toute seule, en célibataire, pour arriver en Californie à l'époque de la ruée vers l'or. Et d'ailleurs, à ce propos, Kate switch, se baisse et se saisit de son sac de sport. Elle a ouvert la longue fermeture éclair un peu bruyamment, on dirait, car le voisin de gauche la regarde en coin. Du fond du sac, délicatement, elle sort une pochette en velours marron et la pose sur sa table de travail. Ses neurones sont en ébullition, mais ses gestes ralentissent au moment de tirer la petite fermeture éclair un peu rouillée de cette pochette à la taille d'un gros livre de poche. On est le 10 novembre 2004. Un an après la mort de son père, alors, comme promis, Kate ouvre. Méticuleusement recouvert d'un papier bruni un peu transparent, un cahier semble voir le jour pour la première fois depuis de nombreuses années. Le voisin regarde Kate en coin et plisse ses yeux de curieux déconcentrés. Il y a un autocollant jauni sur le papier transparent qui enveloppe le cahier. Kate découvre, écrit à la plume noire, des mots pesants déposés par la main de son père. Elle reconnaît bien l'écriture. C'est la première fois qu'elle lit ces mots. Very important manuscript, Family Heritage, Geneviève Legrand, 1849. Manuscrit très important, héritage familial, Geneviève Legrand, 1849.